Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. L'émission des radios Témoignages de vie que vous écoutez présentement ou que vous voyez cette vidéo sur YouTube, LinkedIn ou Facebook. Il s'agit d'une émission qui est une émission human, ça veut dire une émission centrée sur l'être humain. On dit émission human à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. À un moment donné, cette émission, cet épisode sera diffusé à CJMD 96,9 FM, je le souhaite de tout cœur. Et vous écoutez présentement Radio Shalom, ça veut dire CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel et aussi Radio Webfray, radiowebfray.com. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le plaisir, l'honneur et le grand bonheur de recevoir des invités qui sont des invités résilients, rayonnants et aussi inspirants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à l'émission Témoignages de vie Raphaël Provost. Bonjour Raphaël Provost. Bonjour Alex, bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis super content d'être là. Parfait. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. Je vais te présenter, je peux te tutoyer, c'est ça? Ah, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices. Premièrement, cette vidéo sur YouTube sera sur ma chaîne YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite tous et toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Cette vidéo sera aussi sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Alex Saraf. Et aussi sur Facebook, Alex Saraf écrivain. Mon courriel, c'est alexsaraf341 gmail.com. Donc, à Raphaël Provost, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices qui écoutent cette émission des radios et à ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Tu es conférencier, tu es un ancien directeur, l'ancien directeur du JAG, Jeunes adultes gays de Saint-Hyacinthe. On va en parler de ça aujourd'hui. Tu es aussi directeur général d'un organisme à but non lucratif, l'Ensemble pour le respect de la diversité. Tu es aussi, comme j'avais dit, je pense, conférencier. Mhm. Et aussi, tu as passé beaucoup dans les médias, à la radio, à la télévision. Tu m'avais dit avant que cette émission soit enregistrée sur Zoom que tu as fait 101 émissions de radio et de télévision jusqu'à date, c'est ça? Oui, dans les 2 dernières années, donc cette rencontre, elle est ma deuxième entrevue. Euh, 102e. Oh my God, oui, c'est génial! C'est génial! Tu as passé les 100 émissions. Il y aura 100 épisodes de l'émission de radio témoignages de vie. Moi, j'en ai fait à peu près 56 émissions de radio, télévision, chroniques, etc. Là, chroniques de radio et ainsi de suite et d'autres entrevues en tant qu'auteur, puisque je suis l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Donc, tu es conférencier. Tu es aussi, j'allais dire, excuse-moi d'avoir oublié, presque d'avoir oublié, tu es aussi chroniqueur pour le nouveau magazine Les Connecteurs. Et tu es exactement. un gestionnaire. Donc, tu es parmi les top 4 de gestionnaires d'organismes à but non lucratif. Et tu es parmi les top 20 euh, de, de, de attends une minute, de jeunes entrepreneurs, là. C'est Je ça. suis ben, ça veut tout dire la même affaire au final, là. Mais au fond, j'ai été nommé, oui, comme jeune gestionnaire dans le top 4 au Québec, peu importe le. Oui, Et je suis aussi un DG. Mais au-delà des titres, je suis aussi passionné par mon travail. Je pense que c'est la première chose qu'on devrait dire. oui, il faut dire que tu es un passionné de ton travail. Donc, on va commencer par le début. Premièrement, le JAG, Jeunes adultes gays, moi j'ai enseigné dans les cégeps, j'ai enseigné au cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans.
J'ai fait 2 tiers de ma carrière au Cégep de Saint-Laurent. J'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie, comme la neuropsychologie, comme la psychologie clinique. Et le JAG, en fin de compte, quand j'ai enseigné psychologie de la sexualité, j'ai acheté la bande dessinée, je l'ai acheté moi-même, à peu près 20 ou 25 bandes dessinées, JAG, jeunes adultes gays, pas toi une tapette. Et j'ai Oui. acheté aussi le DVD. Et hier, j'ai acheté le DVD, j'ai montré un extrait aux étudiants. Il y a environ 5-6 minutes de bande-annonce sur YouTube, pas toi une tapette, pour démystifier l'homosexualité, les autres orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles exclusifs. Bon. Et maintenant, ils ont à chacun sa couleur. Il y a aussi une autre bande dessinée qui est apparue. Donc, ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Donc, toi, tu étais directeur général au JAG, Jeunes Adultes Gays, Exactement, pendant presque 2 ans. pendant presque 2 ans. Félicitations. Donc, tu es, en fin de compte, un militant. Je suis devenu militant parce que, ben, je pense que je l'ai toujours été. Je vais mettre en contexte, je suis quelqu'un qui a toujours questionné un peu le statu quo, qui s'est toujours demandé mais pourquoi? Je pense que je dis, mais pourquoi? Mais voyons, 156 fois par jour. Mais voyons, mais pourquoi? Et je suis arrivé au JAG vraiment par hasard, à une époque pas si lointaine, mais en même temps qui sonne très loin, avant la pandémie. Vraiment, avant la pandémie, j'étais dans un autre milieu. J'arrive du milieu des affaires, des communications. Je n'étais pas du tout militant actif, je n'étais pas du tout dans le milieu communautaire. Et le JAG, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand est arrivé décembre 2019, je suis allé en voyage avec mon ex-conjoint à l'époque à San Francisco, aux États-Unis, et c'est un endroit qui se passe de présentation pour les gens queer, les gens LGBTQ+, parce que beaucoup de nos droits sont nés là-bas. Ça a été des mouvements, beaucoup de nos mouvements ont commencé à San Francisco. Et quand je suis allé, j'ai été fasciné et je suis devenu rapidement envieux des gens que je croisais qui associaient très rapidement leur queerness. Donc, ils se disaient fièrement gays, lesbiennes, bi, pan, trans, non-binaires, et leur volet professionnel. Plein de gens étaient dans le milieu, d'autres pas, mais tout était mélangé. Puis moi, c'est pas quelque chose que je faisais naturellement. Mon étiquette m'appartenait, j'étais très possessif de ça. J'avais ma carrière en parallèle. Et quand je suis revenu, ben, j'ai eu envie, moi, de mieux me comprendre et de comprendre les communautés autour de moi. Et je suis devenu bénévole au Gris Montréal, donc un Oui. de la sensibilisation dans les écoles sous forme de témoignages. Donc, tu vas te raconter. Et moi, quand j'avais été au secondaire, il y a de ça une douzaine d'années, ben, le gris était venu dans mon école et c'était resté. Donc, je me suis mis à devenir bénévole pour eux. Une semaine après, tout ferme, pandémie, catastrophe. Et est arrivée la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, j'ai quitté mon emploi. Merci à la PCU d'exister à ce moment-là, parce que j'avais au moins et à mon conjoint aussi qui me soutenait dans mes envies, mais j'ai tout quitté. Pas de plan B, pas de plan C. J'avais envie de faire du bénévolat et je me suis consacré au gris un certain temps. Et à l'automne 2020, ils m'ont envoyé à Saint-Hyacinthe. On m'envoie un message, Raphaël, il y aurait une intervention avec le JAG dans une école secondaire. Donc, parfait. Moi, je pense que le JAG est une personne. Je pense que c'est le prénom de la personne que je vais rencontrer. J'arrive pour me rendre compte que le JAG est un organisme. C'est Justine qui est une des intervenantes qui allait faire l'intervention avec moi. Donc, je me suis mis à les suivre, à découvrir ce que c'était. Et je me disais, ah, j'aurais tant aimé rencontrer un organisme comme ça quand j'étais ado, jeune adulte, justement jeune adulte gay. Ça aurait fait probablement toute la différence pour moi et mon entourage et mon milieu de vie. Et je me suis mis à les suivre sur les médias sociaux. Encore là, en parallèle, je me demandais ce que je voulais faire de ma vie. Je comprenais pas, puis j'avais un besoin de connecter humainement, de me comprendre, de faire une différence dans ma société. Et un jour, ils ont publié l'offre de directeur général. Sur le coup, je me disais, je suis pas capable, j'ai jamais été DG. Puis quand je décortiquais le rôle, je suis capable de faire ça. Ça, je vais l'apprendre. Ça s'apprend. Toutes mes expériences passées vont me servir. J'ai envoyé ma candidature et le reste appartient à l'histoire, mais j'ai eu le poste quelques mois après. Et j'ai eu la nouvelle le jour de mon anniversaire, le Ah, 5 mars 2021. J'ai appris que ma vie allait changer pour toujours et ça a été le début de très, très grands chapitres de vie. oui, bien sûr, parce que tu sais, moi j'ai la bande dessinée que les étudiants ils lisaient dans ma classe là, que je leur ai montré là, pour psychologie de la sexualité. Donc oui, donc
Et moi aussi, j'ai amené le Gris Montréal en soirée pour mes étudiants au cégep, et mes anciens étudiants, pour mes anciens étudiants et mes anciennes étudiantes au cégep de Saint-Laurent, le Gris Montréal. Donc, c'était témoignage d'un homme homosexuel gay et d'une Hmm. femme lesbienne. Donc, les étudiants avaient même rempli les questionnaires après pour le Gris Montréal. J'avais fait aussi pour les trans, là, c'était en soirée, conférence témoignage de personnes trans, là. Donc, les OK. étudiants ont aimé cela aussi, ont beaucoup apprécié. Euh, dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, ok, qui a été publié chez Béliveau Éditeur, c'est un projet qui est derrière moi parce que ça fait 7 ans. Donc, il n'y reste plus de copies. C'est les seules copies qui restent chez moi. Découvrez la mosaïque humaine parce que je crois à l'inclusion. Ça veut dire que chaque personne est unique, puis Ouais. chaque personne a ses qualités. Ça veut dire comme les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Puis les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, là. Donc, j'ai un chapitre sur l'adolescence. Et dans ce chapitre sur l'adolescence, j'ai 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre qui ont été validées par Michel Doré, sociologue de l'intimité et de la sexualité. Il a un PhD, c'est un auteur, c'est un conférencier, c'est un formateur. Il a écrit jusqu'à date 30 livres en date d'aujourd'hui, mi-octobre 2024. Là, il avait fait une émission, la première entrevue à l'émission Témoignage de vie. Il en fera une seconde aussi dans quelques mois. Donc, et moi, j'ai dit et j'ai écrit dans mon livre que les orientations sexuelles, les identités de genre c'est un construit biopsychosocial. Moi, je considère que c'est biopsychosocial parce qu'on n'a pas identifié le gène de l'homosexualité, mais on sait que s'il y a les jumeaux monozygotes, s'il y a des vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, si un des deux est homosexuel, il y a 50% de chances que l'autre frère jumeau, le vrai jumeau, sera homosexuel aussi. Donc, il y a cette part de biologie, il y a l'aspect environnemental. On rentrera pas dans. Je suis pas là pour rentrer dans le débat. Est-ce que c'est purement biologique? Est-ce que c'est purement social? Moi, je dis dans mon livre que c'est biopsychosocial. Où je veux en venir, c'est que c'est vrai que de nos jours, les jeunes homosexuels, les jeunes bisexuels, les jeunes trans aussi, faire leur coming out, que ce soit leur coming out en tant que personne queer, gay, bisexuelle, lesbienne, trans, plus jeune. Donc, toi, je l'ai vu sur Facebook Mhm. récemment que tu as écrit un post et tu as écrit que tu avais fait ton coming out à l'âge de 17 ans dans ta classe. Est-ce que c'était au cégep? Secondaire 5. C'était au secondaire 5. Comment? Parce que là, c'est écrit que dès que tu es rentré au secondaire, les autres collègues de classe disaient que tu étais homosexuel, mais toi, tu l'avais dit en classe. J'aimerais ça que tu nous en parles de cette histoire, de cette tranche de vie-là, plutôt, de comment ça s'est passé. Ah, mon doux Seigneur. C'est probablement l'un des moments les plus importants de ma vie. Oui. Et en fait de jeu, je veux saluer, mais surtout dire merci à mon enseignante Justine à cette époque, qui était mon enseignante de français. Je vous remets un peu en contexte. Je viens de Napierville, donc sur la rive sud de Montréal, petit village de la campagne qui est pas si loin, mais quand même, quand j'étais à Napierville, j'avais l'impression d'être à des années-lumière de Montréal, village de campagne. Donc, j'ai grandi là-bas dans une école secondaire où les gens se ressemblent principalement, ou du moins, on essaie de nous faire ressembler aux autres. Et moi, tout mon primaire et secondaire, j'ai toujours senti que les autres étaient dans leur relation amoureuse, ben, j'étais pas pareil. J'étais entouré de femmes, je les trouvais magnifiques, les filles, c'était mes meilleures amies. Mais moi, c'est les gars qui me tentaient, qui me plaisaient, qui me donnaient des chaleurs, même à ado, même enfant, voir des hommes. Ricky Martin, quand j'ai découvert cet homme-là, quand j'étais chez ma grand-mère, je pense que je m'en suis encore jamais remis. Et c'est très clair pour moi, mes réactions que j'avais avec les hommes. Mais par contre, je n'avais aucune définition saine de ce qu'était l'homosexualité. Dans mon entourage, on n'en parlait pas. J'en voyais que trop peu à la télé ou dans les films. Et quand on en voyait, c'était toujours des clichés dans lesquels je ne me reconnaissais pas.
Et les seules fois qu'on me parlait d'homosexualité, c'est quand on m'insultait. On m'a traité de tous les noms pas possibles, tous les insultes que vous connaissez, que j'ai pas envie de répéter parce que je veux pas donner plus de lumière à ces mots qui Non, devraient il pas faut absolument pas. Mais je suis désolé que tu as vécu cela. Il faut être. absolument être empathique. Puis je le suis parce que je connais aussi des gens qui l'ont vécu. On a eu Jasmer Roy qui en a parlé, qui de la fondation Jasmer Roy, Sophie Desmarais. Donc je te laisse. Vas-y. Merci. L'empathie, pour moi, c'est la chose qu'on devrait cultiver le plus. Tu parlais Oui, tantôt de fleurs. Je pense que l'empathie est le meilleur et la meilleure engrais pour que les fleurs puissent fleurir. oui. Mais donc, voilà. Mais ça a été ça tout mon primaire et mon secondaire. Beaucoup d'intimidation sous toutes ces formes pas possibles, assez soutenues. Et donc, j'ai commencé à essayer de fitter dans le moule, d'avoir des copines pour essayer d'éteindre certains feux. Donc, j'ai tout essayé mon apparence. J'essayais si je faisais trop de danse, on m'associait à gay, donc j'ai commencé à en faire moins. Chanter Hmm. tout ce que je pouvais me dissocier à ce qu'on associait à être gay, puis si c'était pas super positif, ben, j'ai commencé à me faner d'une certaine façon. Et d'arriver ce secondaire 5-là, vers la fin, je vais m'en rappeler toute ma vie, notre enseignante nous dit qu'on doit lire un livre de notre choix et en faire un exposé oral, ce qui est très commun et très normal comme travail de fin de secondaire 5. Mais à la fin de cette classe-là où elle nous présente le projet, Justine me garde avec elle, puis elle me dit, Raphaël, je voudrais te recommander un livre. Là, je dis, ben voyons, on est ado, là. Remettez-vous quand vous êtes ado, là, un adulte qui me dit quoi faire, voyons, les autres peuvent lire ce qu'ils veulent, moi, nanana. Et Oui. j'étais un peu très confrontant avec cette enseignante-là. Puis aujourd'hui, je pense que je me l'explique un peu mieux parce que c'est quelqu'un qui me voyait peut-être pour tout ce que j'étais vraiment. Elle m'a recommandé un livre extraordinaire de Michel Tremblay, La nuit des princes charmants. Et ça résume en quelques mots l'histoire d'un jeune homme qui sort dans les bars à Montréal, découvre un peu son homosexualité en tombant en amour avec un musicien plus âgé que lui. Donc, c'est toute cette histoire-là. Et là, je lis ce livre-là et je me dis, mais c'est moi. On dirait que ce livre-là, c'est moi. Et je ne connais pas Michel Tremblay, je ne connaissais pas du tout à qui c'était à l'époque, mais je me dis, mais voyons, il y a quelqu'un quelque part qui a écrit mon histoire, puis elle est belle. Il y a des beaux mots, je me reconnais, c'est sain, l'amour, je veux vivre ça, je suis en train de vivre ça. Donc pour moi, c'était quasiment un guide, un Larousse de qui j'étais. Et je l'ai lu plusieurs fois avant mon exposé oral. Et quand est arrivé l'exposé oral, je raconte le livre à ma classe. Et là, je vois les regards des gens de pourquoi il me parle d'un gay, puis tout est bizarre. Et j'ai eu un coup de chaleur à la fin de cet exposé-là. Et j'avais pas prévu ça, mais j'ai fermé le livre et j'ai dit, gang, moi aussi je suis gay, puis je veux plus jamais qu'on m'écœure avec ça. Hmm. Et ça, et ça a tout changé. Ah, J'ai mon génial. masque qui a tombé, que je n'ai jamais retrouvé, et tant mieux, il est perdu quelque part, il est brisé, ce masque qui ne m'appartenait pas. Et il y a eu quelque chose aussi qui a changé dans le ton dans mon environnement, mais du fait d'être bien ou de commencer à être mieux avec moi, ça a tout changé. Et c'est grâce à ce livre-là, c'est grâce à cette prof qui a eu beaucoup de courage, parce qu'elle aurait pu pas se tromper, mais tu sais, prendre quand même, ça aurait pu me faire peut-être mal plus qu'autre chose. Moi, ça m'a libéré. Et ça a été le jour 1 de mon parcours de vie où j'ai commencé à embrasser tout ce que j'étais et tout ce que je suis encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, comme tu dis, le masque est tombé. Ça Oui. veut dire qu'il y a eu un dévoilement. En fin de compte, tu étais sur ton vrai jour, en fin de compte. Ça veut dire ouverture de soi qu'on appelle en psychologie sociale. Ouverture de soi, tu t'es révélé, tu as fait de l'affirmation de soi. En fin de compte, le coming out, la sortie du placard, l'affirmation de soi, tu parles avec le je suis homosexuel, je ne veux plus. En fin de compte, tu as dit c'est quoi tes désirs aussi. Donc, tu avais fait une belle affirmation de soi. Donc, ça devait être libérateur, ce que tu avais fait cette journée-là en classe. J'ai 10 tonnes de pierres qui me sont tombées des Ah, épaules. c'est ça. Et je repense à ce moment-là et j'ai le même, ça me rend quasiment émotif, mais j'ai le même ressenti quand je repense à ce moment-là, à ce poids qui tombe. Puis je suis pas devenu expert de moi-même et Mm. expert de l'homosexualité, mais il y a quelque chose qui commençait à se connecter, de se réapproprier son narratif aussi, parce que là, c'est plus les autres qui me collent la mauvaise étiquette. Je vais décider de comment je vais me présenter, de la façon que je veux le faire et de façon positive. J'avais envie tu sais, de me dire, je sais que je suis gay, arrêtez de me le dire, mais je vais le dire comment j'ai envie de le dire. Et pour moi, c'est beau, c'est sain, c'est pas malsain ou péjoratif comme les gens le présentent.
Et donc, ça a été libérateur. C'est littéralement le mot. Il y a un avant et après ce moment-là, 7 ans. Ça a tout changé pour moi. Oui, parce que ce sont des points tournants. Tu sais, comme on est c'est comme on dit dans la croisée, on est à la croisée des chemins. Donc, tu étais à la croisée des chemins, c'était le bon moment pour toi. Donc, Michel Tremblay, en fin de compte, j'ai des croisés dans un des salons du livre. J'y parlé une minute, il est vraiment gentil en passant. Est-ce que tu as pu lui parler de vive voix à un moment donné? Tu l'as-tu rencontré? Je l'ai croisé, je crois, une fois, mais on ne s'était pas parlé directement. OK. Et moi, je suis très instinctif dans la vie. Tout est Oui. tout. Là, je ne sais pas si les gens si les gens ne voient pas, là, mais ils vont comprendre là, tout du cœur, de la tête. Il y a quelque chose qui se passe. Et je sais qu'à un moment donné, je vais avoir l'occasion de lui dire. Je Oui. sais pas comment, mais il y a quelque chose qui me dit qu'un jour, puis je fais confiance à la vie. Au bon moment, je vais être prêt à le faire. Peut-être Oui. que je ne le fais pas avant, mais je le remercie du fond de mon cœur très souvent, cet homme-là, puis c'est peut-être pas l'impact qu'il a eu. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, les orientations sexuelles et les identités de genre, comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est biopsychosocial. Et comme Michel Doré, c'est celui qui a validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Les orientations sexuelles et les identités de genre, en fin de compte, il faut que ça vibre au niveau du corps et ou de la tête. Hein? Mhm. Donc, et là, je l'explique pour les 13 pages, dans les 13 pages, qu'il y a le construit biopsychosocial, parce que le complexe d'Oedipe est un complexe d'Oedipe inversé pour les psychodynamiciens par rapport au- à l'homme là, qui sera homosexuel ou à la fille qui sera lesbienne. Donc, tu es un militant. Tu donnes des conférences. Ça, c'est nouveau, je crois, c'est ça? Tu as commencé à donner des conférences depuis quand? Ça fait depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ah, génial! C'est quand même assez récent. Je l'ai toujours un peu fait, mais depuis 2 ans avec Ensemble, on m'interpelle à différents niveaux comme gestionnaire, parce que je suis quand même DG d'un organisme où il y a plus de 20 employés. On est un organisme qui existe depuis près de 30 ans. On est pan-canadien. On est un grand joueur au niveau de la lutte de l'intimidation. Donc, je suis à la base gestionnaire. Donc, on m'interpelle sur le leadership, l'anxiété, toutes ces grandes questions qui peuvent être liées au fait de gérer des gens et aussi comme militant, comme personne qui se prononce sur l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, sur les enjeux LGBTQ+. Donc, j'ai ces privilèges-là parce que c'est des privilèges d'avoir des plateformes comme conférencier, comme panéliste, comme intervieweur, comme invité aujourd'hui. Et Oui. depuis le temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on m'interpelle beaucoup, puis je savoure ça à chaque fois à fond. Et tu es aussi, j'ai oublié aussi au début de l'émission de dire que tu es chroniqueur de radio à CIBL 101,5 FM. Oui, à CBL ou FM 103, je suis aussi avec les connecteurs, je suis un peu Oui. partout à différents endroits. J'aime ça parce que ça permet aussi d'aller chez tout le monde, puis d'avoir des tons différents, d'avoir des angles différents. Mais oui, disons que mon titre est assez long sur LinkedIn. Oui, donc parlons de l'organisme sans but lucratif, là, l'ensemble pour la diversité, l'ensemble pour le respect de la diversité, l'ensemble pour le respect de la diversité. C'est qui a fondé ça? C'est toi? Ah non, j'aurais aimé ça, mais C'est qui? j'étais. C'est à l'époque, je vous ramène avec moi, il y a maintenant de ça, il y a 27 ans, à l'époque où la question des droits de la personne, de l'humain était au cœur Oui, de la politique en 96. Et il y a un groupe de personnes juives à Montréal qui se sont dit que l'éducation était peut-être une clé à la lutte contre l'antisémitisme. Donc, oui, ils ont créé la Fondation de la tolérance à oui. l'époque. Et c'était le but de lutter contre l'antisémitisme, donc le racisme envers les personnes juives, de la La discrimination. discrimination puis la violence envers les personnes juives, oui. Exactement. Donc, on est né comme ça, mais avec le temps, ben, on a évolué, on a développé aussi nos axes d'intervention. Et il y a une quinzaine d'années, il y a des gens autour d'une table qui se sont dit, la tolérance, là, c'est pas vraiment ce qu'on se souhaite. On veut pas juste être toléré, on veut vivre ensemble. Mm. Donc, on est devenus ensemble pour le respect de la diversité. Je le sais qu'on a le nom le plus long au monde, mais en même temps, ça dit tout ce qu'on fait.
Et c'est ce qu'on fait depuis autant de temps. On va dans toutes les écoles primaires, secondaires du Québec et même au Nouveau-Brunswick, en Écosse, en Nouvelle-Écosse, en Ontario. Et on donne des ateliers de sensibilisation à toutes les formes de discrimination. Le racisme, le sexisme, la cyberintimidation, l'homophobie, la transphobie, le racisme sous tous ses angles. Ben moi, j'ai une équipe d'une vingtaine d'employés qui donne des ateliers éducatifs, participatifs, pour qu'un jeune puisse reconnaître une discrimination s'il a subi ou s'il a fait subir. Et on n'est pas dans un ton accusateur ou quoi que ce soit, mais on est là pour faire éveiller les consciences, qu'on a tous un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on fait maintenant depuis 27 ans. Chaque année, c'est 36 000 jeunes qu'on rencontre à travers nos ateliers. C'est extraordinaire la portée qu'on a et l'intimidation est au cœur de notre lutte sous toutes ses formes. Et je suis à la tête de ça depuis maintenant 2 ans. Donc, j'aurais rêvé de pouvoir créer un organisme comme ça, mais je ne me lancerai pas ces fleurs-là. Il y a des gens qui ont eu la merveilleuse idée avant moi. Mais maintenant, c'est à mon tour de m'assurer que ça brille le plus possible. Bien sûr. On dit qu'on est dans une société qui est acceptante ou tolérante. Moi, je pense qu'il y a c'est de la tolérance, ce n'est pas de l'acceptation à 100%. Je ne l'ai pas vu, c'est pas ça ce que j'ai entendu avec les témoignages des individus. Il y a un professeur de psychologie au Cégep Marie-Victorin, Patrick Doucet, qui a écrit le livre Comment l'orientation sexuelle peut rendre plus intelligent. Puis il donne en fin de compte les anecdotes des anecdotes. C'est pas des anecdotes, c'est des histoires de vie. Parce qu'anecdote, c'est pour faire rire, là. C'est des histoires de vie. C'est les témoignages de ces anciennes étudiantes et anciens étudiants, comme la mère qui dit je vais te lancer de l'eau bénite parce que son enfant lui avait dit, son adolescent ou son adolescent lui avait dit qu'il était homosexuel ou qu'elle était lesbienne, là, en fin de compte. Donc, est-ce que tu penses, parce que toi, tu es de la nouvelle génération aussi, tu es de la génération Y, là, je Je pense. suis un millénial, moi. Millennium, c'est ça. Millennium, ça veut dire que t'es des générations Y, c'est ça. C'est T'es ça, ouais. génération Y, générations Y. Moi, je suis Oui, génération X avec le conformisme. oui, moi, Toi, t'es génération Y. Là, on a la génération C qui est rentrée au cégep à partir de août 2014, quand ils avaient 17 ans. Donc exact. aujourd'hui, ils ont 27 ans et moins. Donc, parce qu'on est déjà en octobre 2024, quand cet épisode de l'émission de radio Témoignage de vie est enregistré sur Zoom. Donc, de ta génération, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est de l'acceptation? C'est-tu de la tolérance? On est rendu où, là, en 2024, là? Est-ce qu'il y a Hmm. encore du chemin à faire? Parce qu'avec toutes les histoires qu'on entend, il y avait aussi l'étude de CROP qui a été, qui venait de sortir, avec la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, Michel Doré était un consultant. Donc, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Tandis que là, ça fait quoi pour les droits LGBT, des gens LGBT, ça fait quand même une lutte de plus que 30 ans, 40 ans, là, mais là, on est rendu où en 2024? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il y a... Elle n'est pas finie. Elle n'est Puis pas finie. elle est loin d'être finie, puis elle sera probablement jamais finie, cette Hmm. lutte-là. Et ça, je pense que c'est à garder en tête, de ne pas le voir comme un objectif ultime, mais de le voir comme un travail continu. Et il y a un ingrédient, selon son dosage, qui peut nous faire tomber soit du côté de la tolérance, de l'intolérance ou de l'acceptation, c'est l'ignorance. Hmm. L'ignorance, selon son dosage, est parfois à notre avantage et parfois à notre désavantage. Il y a beaucoup d'ignorance encore au fait qu'on ne comprend pas tous les nuances de l'homosexualité, de la question de l'identité de genre, parce qu'on a trop peu d'endroits pour nous le faire expliquer avec bienveillance. Parce que quand notre seule source d'information, c'est l'actualité, ben, il y a toujours souvent un message sombre derrière, parce que c'est réactif à quelque chose. Donc, c'est très rare qu'on ait l'occasion de se faire raconter ce que c'est vraiment et de ramener ça au côté humain de la chose. On parle d'acronymes, on est toujours dans les acronymes. Je trouve que ça déshumanise nos réalités quand on ramène à l'acronyme ou à juste des mots. On parle d'humain, peu importe la lettre, on parle d'humain. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. On est encore beaucoup trop dans la tolérance parce que c'est correct tant que c'est pas trop. C'est correct si tu te conformes. C'est correct si... Et il y a aussi au sein même de nos propres communautés LGBTQ+, ce, ce, ce,
on répète certains schémas, on répète ce qu'on a vécu à d'autres communautés, puis au sein même de nos propres communautés, on est intolérant parfois avec les gens qu'on dit, ben, il est trop, il est pas assez, il est trop le on. Donc, tout ça, tout ce cocktail, toute cette mauvaise recette nous fait chambranler d'un bord et de l'autre. Parce que si on était vraiment dans l'acceptation, ben, on n'aurait pas cette conversation-là, toi et moi, parce que j'aurais pas le travail que j'ai, puis on serait pas autant sollicité. Mhm. Et je pense que du fait qu'on est sur-sollicité aussi par tout ce qui se passe, on a de la misère à capter la nuance dans les propos de ce qui nous est partagé et ça crée de la polarisation, ça crée des conflits. On ne s'est jamais autant peu parlé. Et j'ai vu une statistique qui vient de tout sortir par l'Institut du Nouveau Monde qui ont fait un rapport qui dit que près de 62% des gens n'osent pas parler de choses un peu sensibles de peur que ça se retourne contre elles-mêmes. Ça, c'est énorme. C'est 2 personnes sur 3 qui se disent, j'aborderai pas un sujet chaud de peur que ça provoque une réaction qui pourrait me nuire, un conflit, peu importe. Ça veut dire qu'on se jase pas. Et moi, pas se jaser, je trouve ça dangereux. Je pense qu'on n'a jamais été autant connectés entre nous. On n'a jamais été aussi peu connectés entre nous, finalement, humainement. Donc, pour répondre à ta question, on n'est pas si différent d'une autre époque. Je pense que c'est juste que maintenant, on en parle plus, on a plus d'espace pour le faire, mais l'ignorance est tout aussi présente. Et on vit dans un monde où les frontières ont changé aussi, la mondialisation, les médias sociaux, et les jeunes se perdent un peu à travers ça, n'ont pas conscience que ce qu'ils voient n'est pas chez eux, donc répètent certaines choses. Et je pense que plus que jamais, il faut qu'on répète tout le travail qu'on a fait, les gens avant moi, ce que je fais, ce qu'on fait, et qu'on a des droits, qu'il faut protéger nos droits, parce qu'on ne parle pas de privilèges, on parle de droits humains et qu'on devrait tous avoir les mêmes. Et tant qu'on n'aura pas cette conversation-là aussi plate que parler de droits, ben on perd peut-être l'essentiel de dire que ça doit pas être de la tolérance, ça doit pas juste être de l'acceptation, c'est du vivre ensemble et avec respect. Oui, mais c'est quand même triste aussi, je l'avoue, de s'en rendre compte qu'il y aura toujours de l'homophobie. Moi, je crois qu'il y aura toujours de l'homophobie, la Mhm. transphobie, la biphobie. Moi, je crois à ça, là, que ça sera jamais accepté à 100%. Je me rappelle dans le livre de excuse-moi, de Patrick Doucet, qui enseigne en psychologie au Cégep Marie-Victorin, comment l'orientation sexuelle peut devenir plus intelligent. Et il a parlé qu'il avait dit qu'une de ses anciennes étudiantes, quand elle avait dit à sa mère, je suis lesbienne, ben, sa mère lui a répondu, t'es possédé par le démon. Donc là, parfois, on n'est pas si avancé que ça dans nos mentalités qu'il y a 100 ans, qu'il y a 50 ans. Puis, euh, puis je Mais pense vous allez aussi qu'on... voir, Alex, même si, mettons, pour ramener un exemple très Oui, concret de oui, oui. la communauté, pour avoir à quel point on voit qu'il y a encore du travail à faire, allez faire un tour sur les applications de rencontres. Beaucoup de gens vont se dire discrets parce qu'ils ont peur encore des répercussions que Oui, si juste ça démontre qu'il y a encore énormément de travail à faire parce que ces gens ont peur que s'ils se disent homosexuels ou bi ou peu importe comment on se définit, là, au final, les étiquettes, on s'en fout, c'est comment nous-mêmes on se sent avec qui on est. Ben, c'est la preuve qu'il y a encore énormément de travail à faire. C'est qu'au sein même de nos rencontres, il y a une discrétion parce qu'on a peur des répercussions. Ben, juste ça, c'est le fameux masque que je te disais tantôt. Imagine le nombre de personnes qui doivent porter des masques de façon temps partiel, temps plein, parce qu'on vit encore dans une société où être gay, si on n'est pas conformiste, ça peut nous nuire. oui, bien sûr. Donc, ben, ça, c'est vrai. Donc, puis moi, je pense qu'on n'est jamais de trop. Tu sais, quelqu'un Jamais. qui dit tu veux trop, mais c'est parce que la personne n'est pas capable de te donner, ne veut pas te donner ce que tu veux qu'il te donne. Donc, c'est vrai que oui, il y a les réseaux sociaux aussi. Ça a changé aussi. Mais il y a du positif comme il y a du négatif. C'est un tout autre débat. Mais c'est vrai qu'il faut, en fin de compte, développer notre empathie, l'écoute aussi. Puis, dans le mot homophobie, comme biphobie, comme transphobie, il y a le mot phobie. Phobie, Oui, ça veut dire une peur irrationnelle de ce qu'on connaît pas. exact. Donc, c'est ça, parce qu'il faut qu'on ait des modèles. Hein, dans le livre de Robert Pilon, que j'ai croisé au Salon du Livre, qui m'a gentiment autographié son livre Modèle recherché de Robert Pilon. Donc, il faut avoir des modèles. Les jeunes doivent s'identifier à un modèle aussi. Donc, c'est ça ce qu'on a à la télévision, gens qui font leur coming out. Et tu avais dit dans les entrevues aussi sur les réseaux sociaux que
faire son coming out, ça veut dire sa sortie du placard, de dire qu'on est gay ou lesbienne, et ainsi de suite, ou trans, en fin de compte, c'est quelque chose de très personnel. 100%. Ouais. Un choix, c'est un des choix les plus personnels. Le faire ou ne pas le faire nous appartient. Par contre, le faire ne devrait pas nous nuire. Et Mm. c'est encore une nuance parce qu'on entend trop souvent mais pourquoi ils le font? Et on n'est pas obligé. Je peux garder ça pour moi. Mais si je le fais, il ne devrait pas y avoir de répercussions au niveau professionnel, au niveau de mon entourage, au niveau de la société dans laquelle je vis. Et c'est encore ça, le double standard. Les hétérosexuels font des coming out à journée longue. Oui. On s'en rend peut-être pas compte. C'est peut-être pas si actif, c'est peut-être pas si volontaire que ça, mais ils le font. Mais il n'a pas la répercussion ou la question hyper indiscrète qui peut venir avec ce genre de coming out-là. Et je rêve d'un monde où on va pouvoir le faire ou ne pas le faire sans qu'il y ait de répercussions physiques et mentales ou autres. Et on n'est pas encore là. Mais oui, c'est un choix personnel, mais le choix devrait nous appartenir à 100%. Oui, et j'ai écouté au complet l'émission de radio à laquelle tu étais un invité, comme Michel Doré, l'émission avec Isabelle Maréchal, Cube Oui. Radio 99,5 FM. Puis Isabelle Maréchal, que j'aime beaucoup, tout le monde est content. Moi, je suis vraiment content qu'elle est revenue à la radio. Elle était quand même 17 ans animatrice des radios à 98,5 FM. Donc, c'est une personnalité publique, Isabelle Maréchal, que les Québécois aiment beaucoup, et les Québécoises aiment beaucoup Isabelle Maréchal. Donc, elle avait dit, il me semble qu'en 2024, je reformule ce qu'elle dit, là, je suis en train de paraphraser ce qu'Isabelle Maréchal avait dit à son émission de radio. Il me semble qu'il y a des choses qui ne devraient plus passer, hein? Comme le dire c'est fif, parce que c'est vrai que les adolescents parfois disent c'est fif, des affaires comme ça qui ne devraient plus passer, mais comme tu avais dit, c'est que les hétérosexuels exclusifs, là, ils font leur coming out à longueur de journée parce qu'ils parlent de leur blonde, ils parlent Mhm. de leur, je sais pas trop, de leur dating, là, Ouais. le gars qui a rencontré, qui a rencontré une fille hier soir ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui est délicat quand même de dire aux autres que l'on est homosexuel parce que les gens ont encore peur de l'homophobie parce qu'il peut y avoir aussi de l'homophobie intériorisée. Excuse-moi, Mhm. de l'homophobie intériorisée, oui, mais il peut y avoir aussi de l'homophobie déguisée. Hein? L'homophobie déguisée, ça veut dire le professionnel homosexuel qui dit ça à sa collègue de travail, lui révèle des choses pas personnelles par rapport à son orientation sexuelle, mais qui se révèle, qui se confie à cette personne-là. Cette collègue de travail va le répéter à d'autres collègues de travail, tandis qu'elle l'aurait pas fait. Ça pourrait nuire à la personne aussi, ce que la personne a dit, là, s'il y a des... Puis parce que c'est de l'homophobie, en fin de compte, qui est déguisée. Donc, euh, j'espère, tu sais, moi j'ai toujours cet espoir-là de vivre dans une société, tu sais, que tout le monde s'aime, que tout le monde s'accepte, mais c'est un jour à la fois, on peut pas changer. C'est difficile de changer les mentalités aussi, hein. Donc, Albert Einstein avait dit qu'il est plus facile de défaire un atome que de défaire un préjugé, hein. Préjugé, c'est l'aspect affectif. Exact. Donc, d'avoir des qualificatifs péjoratifs négatifs par rapport aux personnes LGBT. Là, on a l'acronyme LGBTQ plus, là. Mhm. Donc, euh, parlons de cet acronyme-là. Je sais que c'est quand même controversé. Il y en a qui en disent on ajoute toujours une nouvelle lettre. Toi, comment tu vois ça? Parce qu'il y a des gens qui sont quand même, qui soient homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, exclusifs, straight, etc. Les gens commencent parfois à être un peu mêlés de l'acronyme parce qu'on ajoute toujours des lettres. Toi, tu vois ça comment? Hey, c'est tellement une grande question parce que, tu sais, à la base, l'acronyme servait à quelque chose. Aujourd'hui, ça sert peut-être à autre chose. Ça évolue. Je pense que pour que ce soit pertinent, ça doit être vivant. Euh, mais je pense que ça nous nuit que ce soit un acronyme, encore une fois. Donc, et je trouve ça parfois dangereux de tout mettre les luttes dans le même panier parce que c'est Hmm. pas vrai. Pareil. Par exemple, au niveau de l'identité de genre, les personnes trans et non-binaires vivent des choses qu'un homme gay ne vivra pas. Donc là, de ramener tout le monde ensemble, je trouve que ça manque de nuances, ça manque aussi de parfois de perspective pour certaines réalités. Mais moi, qu'on en rajoute, ça m'enlève à rien. Et il y a quelque chose qu'on m'a appris très jeune, ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas me faire faire. Hmm.
Puis quand je commence moi-même comme personne de la communauté à dire que c'est rendu compliqué, qu'est-ce qui est rendu compliqué? Quotidiennement, utilise ce que tu as envie d'utiliser, invalide pas les autres, Mm. qu'on 12 000 lettres. De toute façon, il n'existe pas un comité consultatif officiel qui décide de qui met des lettres ou pas. C'est organique, ça change d'un endroit ou un autre, la façon qu'on décide. Après, je pense que c'est du vivre et laisser vivre avec respect. Et Oui, je pense qu'il faut juste pas oublier que c'est pas qu'un acronyme, ce n'est pas que des lettres, c'est des humains. Et pas oui, oublier qu'on est tous aussi pareils, pas parce qu'on est trans qu'on est tous pareils, pas parce qu'on est lesbienne qu'on est tous pareils, et pas parce qu'on se tient tous ensemble de façon imaginaire qu'on est tous aussi des alliés d'un à l'autre. Et souvent, ce genre de réactions-là parlent plus qu'autre chose, finalement, des gens qui le disent que de l'acronyme en soi. mm, Donc, ça veut dire encore une incompréhension de ce que c'est les communautés, le pourquoi du comment. Et peut-être même des communautés qui ne voudraient pas être mises dans cet acronyme. Peut-être qu'il devrait y en avoir d'autres. Peut-être qu'on devrait, tu sais, c'est très, très, très rare que je me dise que je suis une personne LGBTQ+, parce que je suis pas une personne lesbienne, je ne suis pas une personne two-spirit, je suis un homme gay. Je vais dire que je suis un homme gay. Par contre, où je trouve intéressant, par exemple, le terme queer, euh, oui, je fais partie de la communauté queer, je suis une personne queer. Là, je viens englober quelque chose et qui parle très fort. J'aime le mot. C'est dommage qu'on n'ait pas de traduction en français encore. Je lance les gens le défi de trouver la bonne traduction pour que ça ait autant de force, parce que c'est une insulte à l'époque d'être queer, d'être étrange. J'aime ce terme parapluie qui englobe le tout, sans me mettre dans une case. Après, si on veut se mettre dans une case ou pas, encore là, pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Et nous-mêmes, notre propre lettre, le G, je parle pour moi, ben, il y a une époque où elle y était pas, puis on a voulu qu'elle y soit. Mais je veux pas invalider la prochaine lettre à se oui. rajouter. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie entre communautés. Je suis pas une femme, donc je ne vis pas de misogynie, mais je peux soutenir les femmes, puis les femmes inversement. Puis je pense que en personne, il faut qu'on s'aide parce qu'on a tous vécu des choses malheureusement communes. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on garde en tête quand on parle du si long acronyme LGBTQ+, plus DEIA+, et qu'il y a des choses plus communes que nos lettres ensemble, c'est les luttes qui sont... Oui. Parce que tu peux utiliser encore LGBT. Tu peux encore utiliser Oui, LGBT comme c'était au début. Il y a le Q, ça c'est le queer, ou le Q, ça va être aussi en questionnement. Tu sais, exact. ça dépend comment tu l'interprètes, que c'est quoi l'acronyme. Puis comme je l'ai écrit dans mon livre, on est qui on est pour les orientations sexuelles. Ça veut dire on est qui on est, naître, N-A-I, chapeau, la tréma, T. On est qui on est. Puis on est, EST, on est qui on est. Nous sommes qui nous Voilà. sommes. C'est exactement ça. Et sur Facebook, j'ai vu aussi, tu avais mis un post par rapport à Matthew Shepard. J'aimerais ça en parler parce que quand j'ai enseigné les cours de psychologie de la sexualité, parfois les jeunes, tu sais, les jeunes de nos jours sont sur TikTok, là, depuis les dernières années. Peut-être, je ne pense pas qu'il y a un TikTok sur Matthew Shepard, je ne l'ai pas encore vu, là, peut-être qu'il y en a un, mais parfois ils en ont pas entendu parler. Donc quand j'en ai parlé en classe, parce que moi, pour moi, ça fait partie de l'histoire, il faut en parler. C'est un jeune homme qu'on avait tué en fin de compte. Il est allé dans un bar gay, puis en fin de compte, je pense qu'il y avait 3 personnes. Ils l'ont en fin de compte attaché à une clôture à Wyoming, je pense, en 98 ou 97, en 98, je pense. Tu me le diras si je me trompe pour les détails. Les gens peuvent googler pour voir les détails exacts. Et en fin de compte, on l'a battu à mort, puis il est mort. Bien la fondation Matthew Shepard, j'ai vu je pense aussi, il y avait un livre, mais j'ai vu le film sur la vie de Matthew Shepard, là. Donc, ça fait partie de notre histoire pour n'importe qui, là, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, il faut le dire, il faut transmettre ces connaissances-là à nos jeunes aussi. Parce que parfois, il y en a. Quand j'avais 35 étudiants dans ma classe, puis j'ai parlé de Matthew Shepard, aucun de mes étudiants, puis aucune de mes étudiantes en a entendu parler. Et c'est le problème de beaucoup de communautés, puis au-delà des communautés LGBTQ+, queer, on nous raconte pas notre histoire de cette façon-là. Oui, Et on a un devoir de mémoire qui est important au sein de nos communautés et on a trop peu les ponts entre les générations pour se raconter. Des générations qui ont vécu une époque où c'était encore une maladie mentale, d'une époque où des millions de personnes sont disparues à cause du VIH-Sida, une époque où on se battait, où on n'avait même pas le droit de se marier, qui est pas si lointaine.
Ben, ma génération et les plus jeunes, et parfois même d'autres, n'ont pas accès à cette histoire-là qui est sombre, mais qui est aussi remplie d'espoir parce qu'il y a eu des luttes qui ont mené à des avancées Mm. extraordinaires. Mais je serais curieux de savoir si on posait la question, on ferait un vox pop là, dans la rue, au sein de gens queer, s'ils savent quelle date, depuis quand on peut se marier, depuis quand on peut adopter, depuis quand si. Je suis pas sûr que les gens ont vraiment les dates où ils sont même Ah, conscients des droits récents dans notre histoire, que oui, c'est mental à l'OMS, là, c'est hier, là, il y a à peine 30 ans. J'ai 31 ans, je suis né dans une année où c'était pratiquement encore une maladie mentale. Il y a quelqu'un qui aurait pu, j'étais bébé quand même, mais il y a des gens de mon entourage oui, c'était heureux. Donc, cette mémoire-là, elle est importante de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi, nous met oui, en perspective. Je pense que ça, c'est quelque chose à ne pas oublier dans l'équation. Parce que j'entends, et c'est quelque chose qui me... Tantôt, je parlais d'ignorance. oui. L'ignorance même de nos communautés est dangereuse parce que j'entends beaucoup trop souvent, mais voyons, il n'y en a plus d'homophobie, il n'y en a pas de racisme, il n'y en a plus ça, parce que la personne n'en vit pas. Tant mieux, c'est ce que je nous souhaite, qu'on n'en vive pas, mais pas parce que tu n'en vis pas que ça n'existe pas. Et j'entends beaucoup trop souvent ça des gens autour de moi qui font partie de différentes communautés, qui ne subissent pas une forme de discrimination quelconque, puis qui disent, ben, il invalide que d'autres puissent la vivre encore. Et croyez-moi, je suis en contact avec beaucoup trop de jeunes pour être conscient de ce que je vais dire. Ça arrive tout le temps, partout, encore, comme ça y arrivait il y a 20, 30, 40 ans. Et je m'explique encore mal que malgré tout le travail qu'on fait, ça persiste. Et c'est quotidien. Et ce n'est pas que les jeunes, c'est les adultes. Oui. Et on répète encore des schémas. Et j'entends encore trop souvent, mais voyons, il n'y en a plus. Non, ça existe malheureusement encore. Parce que j'aurais pas de travail. Je vous dis, 36 000 jeunes par année, c'est parce qu'il y a de la job à faire et Oui. on répond à la demande. Et donc, c'est dangereux, cette ignorance aussi au sein même de nos communautés parce que ça nuit à la lutte. Parce que quand, ben voyons, pourquoi une Pride encore? Pourquoi ça encore? Ben, tant Oui. que ça sera réglé partout dans le monde, il y a encore 60 pays où c'est un crime, mais pendant le jour que ces pays-là seront plus comme ils sont, on arrêtera de faire notre Pride. Mais tant que ce ne sera pas le cas, je ne vais pas arrêter de sortir dans la rue pour dire que mes droits ils sont fragiles et que c'est jamais un acquis. Ben oui, c'est jamais un acquis. Puis la fierté, fierté Montréal, on sait qu'en août 2024, on a eu quand même des personnalités publiques. Il y avait Mitsu qui était à Fierté Montréal aussi. Donc, euh, moi, je le disais, ça faisait partie de mon enseignement collégial de parler d'homosexualité, de bisexualité, de la transidentité. Par exemple, quand je disais que Virginia Woolf était bipolaire, mais je disais qu'elle était bisexuelle aussi. Ça fait partie. Il faut on normalise cela aussi. Que ça fait Exact. partie de la classe aussi, là. Ça, c'est vrai. Les dates, on va en parler parce que ceux qui écoutent à la radio ou sur YouTube vont dire, oui, c'est quoi les dates? Alors, on va le faire ensemble, cet exercice-là intellectuel. S'il te plaît, si tu me permets, Raphaël Provost. 2005, les conjoints de même sexe et les conjoints de même sexe peuvent se marier, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça. Puis on remercie Maître Goldwater. Peut-être que vous connaissez. Oui! Ah, Goldwater! Ça, c'est la juive, là? On l'a vu, l'avocate qui était à l'émission je pense, TQS ou Oui, c'est V. l'avocate juive. Oui, Pourquoi exactement. on la remercie, elle? Qu'est-ce elle avait là-dedans, elle? Elle a aidé à ce que le premier couple d'homosexuels québécois puisse se marier parce que c'est elle qui a fait réappliquer certains codes de la loi qui disaient, ben, si on applique la loi, ben, les hommes entre eux devraient pouvoir se marier et les femmes entre elles. Donc, elle a aidé, elle a été à la lutte, elle a soutenu la première, ben, le couple qui a mené le premier combat, justement. Il y en a d'autres sûrement qui l'ont fait dans l'ombre, mais elle a été de ses alliés. Le mot allié est important, de ces personnes qui ont aidé la cause et aujourd'hui que légalement, je peux me marier. Oui, alors c'est l'avocate Goldwater, c'est ça? Oui, Ah, exactement, oui. oui, c'est ça, je l'ai vu à la télévision aussi. Oui, c'est vrai, génial. Ça va passer à Radio Shalom, c'est génial. Ensuite, euh, l'adoption, c'est quelle date? Ça, je me rappelle pas. C'est quelle date? Ah, j'ai pas mon. Tu vas voir, je suis coordonné ma chaussée, j'ai trop de dates. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelle année? En 90, donc En 90, l'Organisation mondiale de la santé avait dit que ce n'est plus une maladie mentale. exactement. Et donc l'adoption a suivi un peu après, mais maintenant, par contre, il y a eu énormément de recul au niveau de l'adoption internationale. Oui. Beaucoup des pays auxquels on pouvait aller pour adopter, on ne peut plus le faire
Par contre, c'est récent aussi au Québec, les familles, les banques mixtes. Donc, même c'est mis de l'avant qu'au Québec. Donc, il y a de ça une dizaine d'années qu'au Québec, on peut légalement adopter comme parent homoparental, Oui. mais c'est très récent dans notre histoire. Oui, ça c'est vrai. Et puis le DSM, dans le DSM-1, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, comme un trouble de santé mentale. Dans le DSM-2, ils l'ont enlevé. American Psychiatrists Association, l'association américaine des psychiatres, il y avait des psychiatres homosexuels eux-mêmes qui étaient là et qui disaient qu'on ne veut pas avoir le diagnostic de trouble mental d'homosexualité. Ils l'ont enlevé dans le DSM-2. Donc, dans le DSM-2, 3, 4 et 5, qui est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce n'est plus considéré comme une maladie mentale. On en a parlé, j'en ai parlé aussi avec Lynn Chamberlain, qui va faire sa seconde, je devrais dire, sa seconde entrevue à l'émission Témoignage de vie. C'est une militante aussi, lesbienne, féministe, auteure, conférencière, puis ancienne professeure à l'UQAM. Donc, euh, comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Je pense que tu es sur LinkedIn, Facebook, c'est ça? Je suis partout. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. C'est super simple. C'est Raphaël Provost, Raphaël avec un F. Moi, les gens peuvent m'écrire, me contacter, provoquer une conversation, une réflexion avec moi en tout temps. Pour moi, l'accessibilité, elle est extrêmement importante. Puis je mets de l'avant le plus possible la force du dialogue. Donc, j'essaie de ne pas trop coordonner ma chaussée à ce niveau-là. Justement, comme toi, Alex, quand tu m'as écrit, pour moi, c'est une belle occasion de venir entendre une autre façon de voir, d'amener un point de vue et de peut-être rejoindre des gens qui veulent aussi embarquer dans cette réflexion-là parce que c'est une réflexion sans fin. Ben oui, bien sûr. Ben c'est génial. Euh, Sur Facebook, tu avais écrit que tu avais consulté pour anxiété. Je veux savoir, je veux pas rentrer trop dans les détails de ta vie personnelle, c'est pas ça le but, mais est-ce que ça avait un lien avec ton orientation sexuelle? Ça avait-tu un lien avec la performance, avec le travail? Qu'est-ce qui s'est pas? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler parce que c'est-tu du passé? T'as fait une thérapie? C'est quoi qui s'est passé? Je suis encore, je ne sais pas si je vais, ben, probablement que je vais l'être encore quand les gens vont nous écouter, mais En j'ai 2025, oui. C'est ça. le privilège d'être accompagné par une coach, un psychologue, j'ai Oui, un mentor autour de moi, parce que les gens pensent que je suis que porte-parole dans la vie. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis gestionnaire, donc d'une ouais, équipe d'une vingtaine d'employés, d'un grand organisme avec une mission, une vision, des bailleurs de fonds. C'est comme une entreprise, c'est comme une PME, donc un organisme. Ça vient qu'une pression. oui. Aborder comme on le fait aussi, vient avec un retour, un balancier qui n'est pas toujours sain et facile. Dès que je fais des sorties publiques, j'ai des gens qui m'écrivent des méchancetés. Ah Euh, oui! Mais oh ils te yes. l'écrivent ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux? TikTok, sur toutes les plateformes, il y en a qui sont pires que d'autres. Est-ce Donc, que tu peux les bloquer? Est-ce que tu euh, peux bloquer leurs oui, commentaires sur Facebook puis TikTok? les blocs et je les signale et je fais tout plein de choses. J'ai même sur LinkedIn déjà écrit à des employeurs pour leur dire vos employés se permettent de dire des commentaires homophobes, surveillez-les. Mais tout ce cocktail-là d'être un directeur général, jeune directeur général, la pression sociale, les médias, l'attente des gens, le milieu qui n'est pas toujours sain entre nous, tout ça. Ben, récemment, il y a de ça quelques mois, je pensais pas être une personne anxieuse, puis en toute honnêteté, moi, j'avais un peu moi, je fais pas d'anxiété. J'avais ce discours-là un peu je me comparais à des gens anxieux et anxieuses autour de moi et je me disais, ben moi, j'en fais pas, je ressemble pas à ça. Et j'ai eu une journée où j'ai eu la pédale, pas la pédale, mais le frein à fond, qui m'a bloqué dans un élan, une journée où j'étais complètement bloqué mentalement, physiquement. Et j'ai réalisé que c'était une crise d'anxiété quand je suis allé voir un Hmm. psychologue et j'ai commencé à assumer moi-même et comprendre. Et j'ai vu ces signes-là arriver, puis mais non, j'ai eu peur parce que je me suis dit, je veux pas que ça me bloque dans mes élans. Je vis beaucoup trop de belles choses. Il y a plus de beau que de pas beau avec tout ce qui m'arrive. Et j'ai eu peur de ça. Et je trouve que encore aujourd'hui, la santé mentale, quand on en parle, ça peut vite nous stigmatiser. Tu sais, on n'a jamais autant dit qu'il faut parler de santé mentale, de bien-être, de ne pas avoir peur de parler. Par contre, on se fait mettre vite des étiquettes. Et je sais ce que c'est. Et j'ai eu envie, avec les plateformes que j'ai, de pouvoir peut-être inspirer une autre personne de dire c'est correct d'en parler. Au contraire, il y a plus de beau que de mal qui va en arriver quand tu es bien entouré, quand tu es dans les bons endroits. Et c'était mon besoin d'authenticité. Puis
j'essaie d'être le plus authentique possible dans tout ce que je fais. Je suis le même Raphaël dans un restaurant un samedi soir avec des amis que là en ce moment avec toi, que si on se croise dans la rue. J'essaie d'être le plus vrai possible parce que je veux être cohérent avec moi-même et je veux être bien dans ce que je fais. Et ça, c'est récent que j'ai compris ça. Donc, d'essayer de ne pas être quelque chose d'autre. Donc, à 17 ans, j'ai enlevé un masque. Là, je pense que je suis en train de défaire d'autres masques. Je pense que c'est un travail de vie. Et en ce moment, je suis en déconstruction, reconstruction, construction pour être la meilleure version de moi-même, le meilleur rappel possible, d'être ce que je dis, d'être bienveillant, d'être respectueux, d'être ouvert. Je suis pas parfait, mais je fais un travail d'introspection pour essayer d'être la meilleure personne possible. Oui, et c'est important d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Donc, c'est vrai, j'ai vu ça sur Facebook, tu as écrit le post que tu avais vécu une crise d'anxiété. Je suis Oui, désolé d'entendre cela aussi, mais je te souhaite vraiment vraiment un bon parcours de psychothérapie. C'est un cheminement, la psychothérapie, puis non, ceux et celles qui nous écoutent, il faut pas avoir peur de consulter. Ça fait tellement du bien d'être accompagné, de parler de son anxiété. Parce que c'est sûr que les médias sociaux n'aident pas, puis c'est affreux que tu vis cela et que tu as vécu cela sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, et c'est parce que c'est comme anonyme, tu sais, les gens peuvent écrire, puis tu sais pas en fin de compte c'est qui. Ils pensent qu'il pourra pas des répercussions, là, tu sais. Bitcher, intimider à l'école, c'est assez. C'est l'ancien livre c'est le livre de Martin Laurent qui a été publié dans le temps, là. Mais elle parle de la cyber, on parle de la cyber. Elle parlait aussi les mots s'envolent, les écrits restent. T'sais, exact. donc, on peut détruire la réputation de quelqu'un en une seconde, en fin de compte, sur Internet. C'est ça ce que ça a donné les réseaux sociaux. On sait qu'il y a des adolescents et des adolescentes qui se sont suicidés parce qu'ils ont vécu de la cyber-intimidation. Donc, mais parce que tu es une personnalité publique, parce que tu en parles dans les médias, etc., donc les gens peuvent se le permettre, mais ça donne pas le droit d'écrire des commentaires euh, négatifs. Ça n'a pas de bon sens de vivre Non, cela, là. c'est pas de la liberté d'expression quand Non, on les autres. C'est jamais de la liberté d'expression quand on rabaisse. Peu importe ce que c'est, ça peut être un commentaire sur un vêtement, une apparence, et les gens le font encore beaucoup trop. Et j'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé, mais c'est sur les apparences, sur les dents, les cheveux, le linge, le tout. On peut-tu voir l'humain derrière? On peut-tu ne pas oublier l'humain derrière? Et c'est pour ça que pour moi, je ramène à des bases, l'empathie, l'empathie, l'empathie. Je pense oui. que on réapprendra jamais assez à Mm. entretenir notre empathie, peu importe notre âge, il n'est jamais trop tard. Et j'invite les gens qui nous écoutent à s'auto-questionner, à savoir, est-ce que je suis assez empathique? Est-ce que je mets ça activement en œuvre? Est-ce que avec mon entourage, est-ce que j'écoute? Est-ce que j'ai l'espace pour le faire? Parce qu'on parle de psy, un psy, tu sais, c'est un privilège, ça a des moyens, mais autour de nous, on peut jouer ce rôle-là avec d'autres personnes. D'autres personnes peuvent le faire, mais il faut le faire avec respect et écoute. Bien sûr, parce que l'empathie, comme je l'ai enseigné à mes étudiants, c'est un mode de traitement intellectuel, cognitif qui se passe dans la tête où je suis capable, où j'essaie de me mettre à la place de l'autre et de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre Ouais. ressent, ce que l'autre peut, en fin de compte, penser. Puis moi, je faisais ça depuis les 10 dernières années que j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent. J'enseignais l'empathie. Les étudiants écrivaient des mots d'empathie avec les histoires de cas, les études de cas, les témoignages qu'il y avait quelqu'un, mettons, qui vivait de l'intimidation ou quelqu'un qui a attrapé une MTS, une ITSS, c'est une infection transmise sexuellement et par le sang, et la personne devait dire, enfin, ou de la violence sexuelle, les violences sexuelles, puis la personne devait, en fin de compte, l'étudiant ou l'étudiante que j'avais dans ma classe devait écrire un mot d'empathie dans son examen. Donc, je leur enseignais les mots d'empathie. Je suis désolé d'entendre cela. Il y en a qui ont écrit, je partage ta douleur, ça c'est plus de la sympathie, Bien. tu peux compter sur moi, je peux essayer de comprendre ce que tu vis, ça doit pas être facile, etc. Donc ça, c'est important. C'est quoi ton message aujourd'hui que tu aimerais dire à nos auditeurs, à nos auditrices qui écoutent cette émission de radio Témoignages de vie et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, LinkedIn et Facebook aussi? Je pense qu'avec ce que tu viens de dire par rapport à l'empathie, je voudrais que les gens retiennent d'écouter. Oui, Écoutez pour de vrai les autres. Écoutez votre entourage. Écoutez avec les oreilles, écoutez avec le cœur, écoutez avec les yeux. Je pense que l'écoute passe par différents canaux. Et si on écoutait pour de vrai ce qui se passe autour de nous, avec cette empathie, avec cette bienveillance, ben
probablement que ça irait mieux. Parce qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut avoir un impact sur notre petit monde à nous. Et Oui, ça commence par ça. Et pour moi, c'est la clé d'écoute et une vraie écoute active. Et c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent parce que tout le reste, pas important. On n'a pas besoin de tout comprendre. Écouter, ça, c'est la base. Et oui. pour moi, donc, s'il y a une chose que les gens peuvent retenir aujourd'hui, mon nom, ensemble et l'écoute, ben voilà, j'aurais réussi ma mission avec toi, Alex. Oui, bien sûr, Raphaël Provost. Donc, c'est vrai qu'on peut pas changer le monde, on peut changer une personne à la fois, on peut pas changer les autres non plus, on peut se changer juste soi-même, mais c'est Exact. de sensibiliser les autres, de faire de l'éducation, de la démystification par rapport aux orientations sexuelles, aux identités de genre, par rapport à l'homophobie, la biphobie, la transphobie, et ainsi de suite. C'est quoi tes projets futurs? Parce que là, quand même, je dois te féliciter d'avoir fait toutes ces entrevues-là. Tu es un porte-parole pour la communauté LGBT. C'est génial que tu as fait toutes ces entrevues-là. J'ai été écouté à Radio-Canada aussi. Donc, tu as fait beaucoup de médias. C'est génial. Je te félicite. C'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il y a plein de belles choses. Oui, On veut développer un peu plus ça dans le reste du Canada parce qu'il y a des angles morts, il n'y a pas beaucoup de ressources dans certaines régions, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, nous, on a cette volonté-là. Je reste très sensible à ce qui se passe. Je vais continuer à utiliser mes plateformes le plus possible pour justement essayer de créer plus de bienveillance et d'empathie entre nous et d'apporter un peu plus de nuances dans le dialogue. Mais je vais continuer d'être le plus actif possible. Je suis fier de ce que j'ai avec moi, mon travail. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et je vois pas dans l'avenir, mais en ce moment, je vois que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. ouais. J'espère que quand ils vont nous écouter, ben, s'ils me recroisent, que ça va continuer comme ça. Puis je vais essayer de toujours être dans ce travail continu. Donc, des conférences, des panels, des chroniques, des voyages, du temps pour moi, de l'amour, de la bonté, du plaisir. C'est tout ça que je me souhaite puis que je pense qu'il va arriver dans les prochains temps. Mais je te le souhaite de tout cœur. J'accepte toutes ces belles choses-là. Et la bienveillance est important aussi. Oui, Donc, c'est important que les gens soient bienveillants. C'est ça 100%. ce que un envers son prochain, etc. Ça, c'est très important, la bienveillance. Et Donc, et envers oui, soi-même aussi. voilà. Envers soi-même aussi, la bienveillance. T'as raison. Donc, j'invite les gens à te rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu es sur TikTok, LinkedIn, Facebook. Et c'est quoi les autres réseaux sociaux que tu avais Exact. dit? Partout. Ok, génial. Est-ce que tu as pensé écrire un livre? Un jour. Un jour, est-ce que ça serait génial que tu racontes ton histoire? Ça serait vraiment génial. Mais oui, parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment génial ce que tu fais. Je te félicite. Chapeau. Quand je t'ai vu à l'émission, j'ai écouté ça sur YouTube, que tu as passé à l'émission d'Isabelle Maréchal avec Michel Doré. Isabelle Maréchal que j'aime beaucoup comme animatrice de radio. Je me suis dit, je vais t'inviter. Et là, je t'ai vu sur Facebook, donc je t'avais écrit. Puis je t'avais vu aussi à Radio-Canada, etc. là. Donc, oui, la lutte, il faut la faire. Il faut avoir des gens militants comme toi. Il faut pas que tu arrêtes à cause de ces gens-là. N'oublie pas. Moi, là, il y a une phrase là, que je vais dire, là, OK, mais que les gens peut-être vont pas aimer, mais on le dit, puis je vais la dire. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc, la caravane, elle va passer. Les chiens aboient, parce que les chiens qui aboient, c'est comme le bulldog. Moi, je l'ai dit dans mon livre. Le bulldog, le bully, là, dans le mot bullowing, il y a le mot bully. Comme le bulldog qui aboie contre sa victime. Voilà. Et moi, je suis très sensible à l'intimidation. Je crois à contrer l'intimidation. Donc, le bulldog, bully dans le bulldog, excuse-moi, dans le bullying, il y a le bully qui est Exact. comme le bulldog qui aboie. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Il faut que la caravane passe. Merci infiniment, Raphaël Provost, d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était vraiment une très belle entrevue à Merci. l'émission Témoignages de vie. Merci tout le monde de nous écouter, de continuer à nous écouter,
de nous voir sur les réseaux sociaux, de nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio. C'était important pour moi d'avoir des invités qui appartiennent aussi à la communauté LGBT. Il y en a eu plusieurs, il y en aura d'autres aussi. Ça fait partie de ce que j'appelle dans mon livre la mosaïque humaine, que chaque personne est unique. Et c'est important, vive la différence. J'enseigne ça à mes étudiants. Je prône l'inclusion, la différence, le respect, pas de jugement, ni de l'autre, envers soi-même aussi. Ça, c'est important aussi. Donc, vive la différence et les couleurs de l'arc-en-ciel puis les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Merci tout le monde. Portez-vous bien. Au revoir. Bye.